va? Ça va. Ça va? Ça fait un petit moment que je n'avais pas revu. C'est vrai. Et là, c'est quoi la première impression? C'était pas mal. C'était pas mal fait. C'est dense, je pense. Enfin, après, on va voir la réaction des personnes, mais c'est beaucoup de souvenirs et. Voilà. Est-ce qu'on voit encore ou est-ce qu'on entend quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu malgré le fait de tourner, de visionner une première fois? Ou est-ce que non, c'est bon, on a tout assimilé déjà? Non, il y a toujours des détails qui reviennent, notamment sur la gestuelle. C'est vrai qu'on a essayé au maximum de garder les plans au moment où les personnes parlent, et je trouve qu'il y a des choses, oui, qu'on décrypte encore. On n'aura pas le temps de tout voir, hein. C'est évident, il y a tellement de choses à voir. Et est-ce qu'il y a déjà des premières questions, peut-être une première impression par rapport à ce qu'on vient de voir? Non? C'est gentil. Merci. Mais moi, je vais vous en poser déjà. Ah, pardon. Bonsoir. Vous avez des nouvelles des personnes qui ont été suivies? Oui, c'est par rapport aux nouvelles des personnes qui ont été suivies. Oui, effectivement, déjà je suis toujours en lien avec ces formidables conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. On essaye de se voir régulièrement. Donc je leur demande des nouvelles du groupe. Et donc sur ce groupe de 9 personnes, en fait, parce qu'il y en a un qui s'est désisté, il y a eu 2 récidives. Voilà. Il y a eu 2 récidives et voilà. Donc, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, une fois que la mesure est terminée, elles n'ont pas forcément de nouvelles derrière. Mais en tout cas, voilà, le jeune homme qu'on voit à la fin a vraiment fait un suivi psychologique aussi derrière. Et comme le dit Mathieu Palin, que vous verrez demain, pour les conseillères, c'est surtout une graine qui a été semée dans la tête de ces hommes. Et voilà, il n'y a pas eu d'autres récidives connues, en tout cas, dans le département. Donc, après ces 2 récidives, est-ce que les Attendez, personnes sont... je vais vous donner les micros. Je vais savoir si les personnes dans les cités sont revues pour se faire suivre plus de bonne vie. Elles sont retournées au tribunal, mais après revenir pour se faire suivre, on l'abordera sans doute aussi demain, c'est une question de moyens. C'est-à-dire que là, dans ce service pénitentiaire d'insertion et de probation, il y a 2 groupes par an, donc au maximum 20 hommes suivis. Pour vous donner un exemple, Nadine, l'une des conseillères, sur 100 dossiers, elle a 60 hommes violents. Donc on voit bien que c'est difficile surtout de les positionner sur les groupes chaque année, quoi. Donc voilà. Oui. Bonsoir. 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 Merci et je tiens à vous féliciter, à vous saluer, à travers aussi le travail de ces conseillères. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Enfin, ça réconcilie avec l'humanité en tout cas. Moi je suis journaliste et je suis pour procès. Je voudrais savoir, vous, comment vous avez vécu ça? On voit que c'est parfois difficile de ne pas porter de jugement. Comment vous avez vécu cette expérience? Merci. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de repérages sur cette structure. J'ai passé à peu près 1 an à aller au SPIP du Val d'Oise pour rencontrer les personnes qui animaient le groupe. Dans un précédent groupe aussi pour voir un petit peu comment les hommes s'exprimaient et comment je pouvais trouver ma place là-dedans. Donc il y a eu beaucoup de préparation et après il y a eu aussi le Covid qui fait que mon tournage a été décalé. Donc au total j'ai pu voir 3 groupes finalement avec celui que j'ai filmé. Donc déjà le fait d'y aller petit à petit, sans caméra, d'être témoin d'une ou 2 séances, ça m'a aidé déjà à comprendre. Et puis en fait avec Mélissa, ma productrice, on a tout de suite décidé de se placer vraiment de filmer le groupe et de ne pas nouer de relation avec les auteurs. Donc c'était vraiment un parti pris, c'était vraiment un choix parce qu'à un moment donné dans les discussions avec France Télévisions, il était question peut-être d'aller chez eux, d'avoir un témoignage un peu plus, de voir un peu plus leur vie. Et nous, on a vraiment voulu montrer le dispositif de prise en charge. Donc, en fait, je n'ai pas sympathisé avec eux. Il n'empêche que j'avais beaucoup de respect pour leurs paroles et que je les écoutais, mais j'étais un peu du côté du dispositif et ça, je pense que ça protège quand même. Et les caméras, les micros, il n'y a pas eu une phase préliminaire jusqu'à quand ils s'oublient complètement cette présence, cet œil extérieur, cette oreille. Alors en fait, vous allez voir, on a installé un micro devant chacun d'entre eux.
dès la première séance et aussi à l'entretien de sélection. En fait, on leur a pas trop laissé le choix, quoi. En fait, on leur a dit que je faisais un documentaire sur le travail des conseillères, c'est vrai. Et après, évidemment, on leur a demandé s'ils souhaitaient être à visage caché, et tous ont voulu se préserver de cette manière. Mais ils étaient quand même assez contents de s'exprimer. En fait, beaucoup, on n'a pas pu tout monter, évidemment, puisque c'est 1h30 à chaque séance, donc j'avais 30 heures de rush. Mais à la fin de ce groupe, ils ne voulaient pas partir. Ils avaient envie de parler au sein du groupe, et je pense que quelque part, ils étaient très contents aussi de pouvoir s'exprimer à travers le média. Il y a ce besoin-là. Oui. Attends, on va vous donner la micro. Et après, il y a une dame qui veut prendre le truc. J'aimerais savoir sur quels critères vous avez sélectionné les candidats à ce film. Alors, c'est pas moi qui ai sélectionné, du coup, on le voit dans l'entretien de sélection, c'est la psychologue indépendante Linda Tromouleux et les CEPIP qui, elle, établissent un groupe. C'est-à-dire que là, de mémoire, elles ont vu 25 hommes pour en sélectionner que 10, qui ont été finalement 9. Donc, elles, leur but, c'est de faire un groupe qui va être suffisamment hétérogène et en même temps homogène pour pouvoir avancer les uns les autres. Donc, de mémoire, elles ont écarté des profils où il y avait peut-être trop de dépendance à des produits, à la drogue. Le médical, par exemple, devait être prioritaire avant une prise en charge comme celle-ci. Et elles ont pris soin aussi beaucoup de ne pas mettre trop de négateurs, ce qu'elles appelaient, elles, les négateurs, afin que, justement, on voit qu'il y en a un qui est très négateur, afin que justement les autres puissent l'amener à cheminer et à avancer sur ses propres faits. Donc il y a une espèce d'équilibre de groupe qui est créé en fonction des dates de sursis mises à l'épreuve, ça va très très vite, surtout avec le Covid. Là, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient sur liste d'attente, il restait plus que 6 mois pour avoir l'opportunité de faire un groupe. Et donc c'est une espèce de mélange comme ça pour créer ce groupe. Moi, j'ai pas du tout choisi, et ça n'a pas été choisi en fonction de la caméra. Voilà. Alors, par contre, je vais te poser une autre question. Qui sont-ils, ces gens? Parce que c'est vrai que quand on est comme ça, à l'extérieur, on découvre, on les voit pas, on les entend. Il y a des langages très élaborés. Qui sont ces gens? Alors, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup travaillé auprès de victimes. Enfin, j'avais recueilli beaucoup de témoignages de victimes avant, et on dit souvent que les victimes, elles sont de tous âges et de tous milieux, mais évidemment les auteurs aussi. Et je ne pensais pas, franchement, qu'il y avait une telle diversité de profils, et d'âge, et de milieux sociaux, en fait. Et surtout là, dans le Val d'Oise, en région parisienne, etc. Et en fait, là, dans ce groupe, il y avait 9 hommes âgés de 23 à 65 ans. Mais les conseillères m'ont dit que sur les 15 années où elles ont pu accueillir différentes personnes dans ce groupe, elles ont eu des hommes de 18 à 75 ans. Donc il y a vraiment tous les âges, il n'y a pas d'âge pour être violent, donc vous savez sans doute mieux que moi. Et au niveau des professions, c'est pareil, c'était très diversifié. Il y avait un infirmier, il y avait un fonctionnaire, il y avait un chef d'entreprise, il y avait un magasinier chez Ikea. Enfin, c'est là où vraiment on se dit que oui, on connaît tous, sans doute, des hommes violents de plus ou moins proches, quoi. Oui. Oui, donc je suis Sophie Blanc, je suis CPCR de l'équivalent. Et il y a peu de temps de cela, on faisait justement le bilan avec les SPIP des groupes de responsabilisation à la compagnie SIPON de l'année. Je suis impressionnée de la façon dont finalement vous avez filmé notre quotidien à nous, pourtant il y a des kilomètres, c'est pareil. Et on se posait une question quand même avec les CEPIP et la directrice régionale. Parce que sur un groupe, il y a une question qui nous a été envoyée qui était que l'ensemble des animatrices, etc., étaient des femmes. Alors on retrouve là schéma, surtout la plupart, chez nous en tout cas, les juges de l'éducation des peines sont des femmes. On a 2 nouvelles directrices d'établissements de prison en fait, qui sont des femmes. C'est un environnement qui est vraiment
énormément de féminin. Nous, quasiment que des femmes évidemment. Voilà. Et, du coup, vous êtes une femme, une espèce de... J'avais un caméraman quand même. J'avais un caméraman quand même. Voilà, et justement, ça m'intéressait en fait d'avoir votre sentiment par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti voilà, parce qu'il y a eu des remarques sur cet aspect-là, et vous-même, comment vous l'avez senti? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on remarque, à la limite, j'ai envie de dire de plus en plus, toujours autant, et on se demandait dans quelle mesure c'était justement clivant, facilitant, ou au contraire, finalement, Merci beaucoup pour votre question. De toute façon, c'est une question qu'on me pose régulièrement, donc c'est intéressant et qu'on s'est posé aussi pendant la fabrication du reportage. Donc effectivement, dans les SPIP, les CPIP, c'est des professions qui se féminisent beaucoup. Donc là, il n'y avait pas forcément de volontaire homme pour animer le groupe. Il y en a un depuis. Donc je pense que le binôme homme-femme est intéressant aussi. J'aurais bien aimé filmer ça, mais ce n'était pas forcément le cas, parce que c'est sur la base du volontariat, en tout cas dans ce SPIP-là, d'animer ce groupe. Et par rapport à la prise en charge des auteurs, ça n'a pas été trop évoqué dans ce groupe, mais dans un précédent groupe que j'avais suivi, il y a vraiment eu un débat sur les juges femmes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au sein du groupe, il y avait deux versions. Il y avait des hommes qui disaient de toute façon on est jugé par des femmes, donc elles nous sacent. Et d'autres qui disaient bah non, en fait les femmes elles sont plus douces que les hommes, moi je trouve. En fait, finalement le débat a conduit ce groupe d'hommes à se dire que c'était pas forcément le genre qui était important et que la personne en justice ou dans la prise en charge n'allait pas forcément être plus sévère. Et donc en fait, on en a conclu que c'était un non-sujet en fait. Parce que je ne pense pas que ça soit plus ou moins efficace de mettre des hommes ou des femmes à la tête d'un groupe. Je pense qu'il y a une alchimie et que c'est des professionnels et je pense que c'est pas... voilà. C'est quand même un sujet. Non, après, ça renvoie quand même une image. On en a discuté juste quand je suis arrivé. Et c'est vrai, moi je vous ai dit, il y a des femmes partout. Alors c'est pas ni un souci, ni grave ou quoi. Par contre, effectivement, en termes de projection, quelle projection on fait quand on est un garçon, on dit qu'il y a des femmes. En tout cas. Après, c'est peut-être pas un sujet, c'est peut-être pas... Dans ce groupe, en tout cas, il n'y a eu aucune réflexion d'aucun des participants par rapport à ça. Dans le groupe précédent, oui. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment des interprétations. Ouais. Il y a une question ici. Ah, d'accord, on revient vers vous. Oui. Excusez-moi. Je voulais juste savoir, finalement, est-ce qu'il y a eu une suite il y a eu la projection à la visualisée. Est-ce que le groupe a pu visualiser la production que vous avez réalisée? Et finalement, si tel est le cas, qu'est-ce que ça a produit? Quelle réaction il y a eu Alors moi, je n'ai pas organisé de projection avec le groupe parce qu'il y a toujours un long délai entre la fabrication des reportages et la diffusion et qu'on ne voulait pas la montrer non plus avant. On les a prévus individuellement de la diffusion et ils l'ont tous regardé et je n'ai pas eu tant de retours que ça. Voilà. Je suis vraiment restée toujours par l'intermédiaire du SPIP et donc c'est vrai qu'à la diffusion, la plupart avaient déjà terminé leur mesure. Mais à la diffusion du documentaire sur France 2, il y avait une invitée qui était une victime après pendant le plateau animé par Marielle Decker et elle l'avait montré à son ex qui était un homme violent et elle m'avait appelé en disant que ça l'avait bouleversée en fait. Parce qu'il se reconnaissait dans certains mots, dans certains gestes et attitudes. Mais ça sera intéressant de les recontacter. Une question, Madame Riffaut. On va vous donner le micro. Moi, je voulais juste savoir à qui il est destiné. À qui il est destiné? Alors, il continue de passer sur la chaîne parlementaire, qui est passée il y a 2-3 semaines, je crois. Donc, toujours au grand public. Je sais que c'est diffusé aussi dans certains SPIP par le ministère de la Justice. Et
Et à vous, ce soir. Pourquoi ce film a été fait? En fait, les sénateurs, vous avez travaillé dessus, et qu'est-ce qui fait plutôt sur ce sujet que sur un autre? Pourquoi? Est-ce que vous saviez où vous vouliez aller des études? Ou est-ce que vous dites on va tourner la porte et puis on va bien voir où ça va nous donner? Je crois que très simplement, ce film a été fait pour les victimes. Clairement, parce que je vous dis, moi ça fait à peu près 5 ans que je travaille avec les Satoriaux et on a toujours été proche sur ces thèmes de violence conjugale et je dirais même violence intrafamiliale. Je sais qu'à partir de 2018, quand la parole s'est vraiment ouverte avec MeToo, etc., on a eu beaucoup accès à des témoignages de femmes, y compris des âges découverts. C'est pas si vieux que ça, en fait, en télévision, d'avoir autant de femmes qui s'expriment, qui osent prendre la parole, y compris des jeunes femmes. Et donc on a vraiment recueilli cette parole. Et je me souviens d'avoir suivi une jeune fille jusqu'au procès de son agresseur sexuel. Et d'avoir vu cet homme dans le box des accusés qui niait tout en bloc. Et bien évidemment, il s'agit sans doute d'une stratégie de défense pour écoper de la peine la plus faible, mais vraiment, il ne semblait pas comprendre pourquoi il était là. Et on s'est dit, il a peut-être 33 ou 35 ans, dans 3 ans, il est sorti. Et en fait, si personne le prend en charge, il va recommencer en fait. Donc, ça nous semblait ultra logique de travailler sur la prise en charge des auteurs. Après, c'était compliqué, je pense. J'ai discuté avec une amie réalisatrice qui avait proposé ce sujet-là il y a quelques années. Et c'est pas possible dans les chaînes, c'est un peu trop tabou. Donc je pense qu'on est arrivé aussi à un bon moment, juste après le Grenelle des violences conjugales, où il y avait justement ce projet de créer des centres de prise en charge pour les auteurs. Donc en fait, c'était vraiment le moment de montrer cette prise en charge-là. Votre temporalité. Oui. Bonsoir. Alors, j'avais 2 petites questions. Bien sûr, la question du genre de qui anime en fait ce type d'intervention. Alors, j'ai eu, au moins de faire ce que vous avez inventé, mais j'ai eu à animer en fait des états de responsabilité pour des hommes ou des femmes victimes, auteurs de violences, co-animés entre 2 professionnels d'une association de victimes, juristes et psychologues, et 2 professionnels d'une association pour judiciaire, juristes et psychologues aussi. Et j'étais le seul homme, et en fait, j'ai trouvé que j'étais parfois moins tolérant, en tout cas, j'arrivais moins à me contrôler que mes collègues femmes. Je me suis demandé si là, vous avez senti ça aussi, parce que j'ai l'impression que le monsieur qui était là, dans le cadre du théâtre, parfois il était un peu moins tolérant que, alors sans doute parce que c'est sa responsabilité, mais un peu moins tolérant que les femmes. Je pense que c'était exprès, c'est vraiment pensé, le stage il est pensé par étapes et je pense que ça a fait du bien au groupe de changer de rythme sur ces séances dédiées. Mohamed, c'est un travailleur social, il a beaucoup travaillé dans les prisons, centres fermés, et du coup il est habitué à parler à des détenus, etc. Et je pense qu'il en joue. C'est aussi pour changer de registre. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être le cas, mais ça dépend des personnalités aussi. La deuxième question, est-ce que vous pensez que ça aurait été intéressant qu'à un moment donné, on fasse intervenir des victimes en fait, dans ce stage? Non, je pense pas. Pour tout vous dire, ce stage il a été... en fait, normalement, la victime a beaucoup plus de place dans le stage. Pour tout vous dire, on ne ressent peut-être pas au montage, mais le groupe était tellement à parler, etc., avec des éléments un petit peu difficiles comme Yves qui niait, qui prenait longtemps la parole, etc., que la séance sur la victime a été très écourtée. Donc normalement, il y a du matériel vidéo, il y a vraiment un travail qui est fait par rapport à la victime, et là en fait il a été réduit, parce que malgré les 11 séances, elles ont manqué de temps. Après, je pense que faire intervenir une victime, c'est peut-être après, à l'issue du stage, mais ça, je me suis posé la question aussi en regardant, et à la fois je me suis dit, c'est très réfléchi, c'est quand même très pensé, très
très en place. Et effectivement, moi, je me suis dit tout seul dans mon coin que je ne voyais pas de place pour une victime, en tout cas face à l'homme ou au groupe. Mais bon, c'est un parti pris, on a quand même l'impression qu'il y a une véritable mécanique, une véritable réflexion, un véritable programme qui est mis en place. Puis là, on est dans un cycle, donc c'est vraiment la prise en charge des auteurs condamnés. Donc, elle-même, elle n'appelle pas les victimes. Il y a vraiment c'est pas leur fonction. Alors, je pense aussi que c'est pas leur place. C'est un jeu qui serait intéressant de se dire que dans une deuxième étape, c'est intéressant de s'interroger dans une deuxième étape. Il y a aussi quelque chose à construire autour de la justice restaurative. Alors c'est très compliqué, hein. Je n'arrive plus pas à savoir si on doit aller sur le terrain ou pas, de proposer dans le cadre des violences conjugales des mesures de justice restaurative. Mais voilà, je me dis, est-ce qu'après un tel travail, il peut pas avoir cet espace aussi qui ferait bien dans la vie de l'auteur de mesures de justice restaurative. Une autre question, oui. Oui, bonjour, moi je suis Hélène Gallet, je travaille sur une application pour que les auteurs et les victimes puissent discuter sans qu'il y ait de harcèlement. Et c'est une application qui vise à protéger les enfants. Et du coup, j'ai une question, est-ce que dans le stage, quand on parle de la victime, est-ce qu'on parle des enfants? Parce qu'on voit bien que finalement, ils ont presque tous été victimes ou témoins quand ils étaient jeunes. Est-ce que du coup, il y a une partie où ils parlent des enfants? Les enfants, effectivement, les conseillères ont à cœur, quand elles parlent des événements violents, elles ont à cœur à chaque fois de dire mais les enfants étaient présents. D'ailleurs, la plupart disent oui, enfin, ils étaient dans la chambre, ils n'entendaient rien, et elles leur disent en fait, si, des cris, les enfants les entendent, etc. Donc, c'est disséminé un petit peu comme ça par rapport aux enfants, parce que c'est pratiquement tous pères, je pense que c'est tous pères de famille, donc c'est important de parler des enfants. Mais il n'y a pas de séance spécifique. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de ce documentaire. Ce qui m'interpelle et ce qui m'anime, c'est la durée effectivement du stage de sensibilisation qui est porté sur ce topic-là. Dans certains autres départements, c'est pas le même format. Donc je me demande, si vous avez en amont, en fait, fait le tour un peu des dispositifs qui existaient, si vous avez donc choisi à proprement parler celui-là. Et la deuxième chose, c'est la force de la parole, de la mise en mots que ces stages offrent, en fait. La possibilité de mettre en mots, de découvrir finalement la valeur et le pouvoir de la parole, de la mise en mots, tout travail autour des émotions, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de penser immédiatement à ces 30 heures de roche dont vous disposez, comme un outil aussi potentiel et possible pour soutenir la mise en mots d'autres auteurs. Le choix du Val d'Oise, en fait, il s'est fait aussi parce que c'était un des départements les plus touchés et parce que ce dispositif avait été créé avant même la mise en place des programmes de prévention de la récidive qui ont été instaurés après dans tous les départements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Cergy-Pontoise, c'est une association de victimes et une association d'insertion sociale d'hommes condamnés qui ont travaillé ensemble à ce programme-là il y a 15 ans en fait. Donc nous, on trouvait que la genèse, elle était très intéressante, que le côté pluridisciplinaire, il était aussi très important. Et on s'est dit, comme il y a 15 ans d'existence, il y a forcément, même s'il y a encore des ajustements, il y a vraiment cette historique-là qui est intéressant. Donc voilà, on les a rencontrés et c'est comme ça qu'on a choisi de mettre en lumière ce lieu-là. Et par rapport au rush, j'ai aussi une transcription pour nous au silence des 30 heures de rush. Oui. Bonsoir. Pour revenir peut-être sur la place qu'on doit laisser aux victimes lors de ces stages, personnellement, je trouve que c'est absolument essentiel. Essentiel pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre face à face une victime totalement, encore traumatisée ou qui n'a pas résilié.
Je pense qu'il est très important que les victimes, déjà, je dis très souvent, qu'il faut arrêter d'infantiliser les victimes. Les victimes, ce sont des survivantes, elles ont traversé des choses extrêmement difficiles, et je pense que leur expertise, parce que là on parle d'expertise pour la plupart de ces victimes, on peut parler aussi des proches des victimes qui finalement, je pense que ça se fait déjà sur certains sites, alors je ne sais plus, je me demande si ce n'est pas une de France, où certains proches de victimes, et notamment dans le cas de féminicide, en fait, échangent avec des auteurs bien sûr de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Et je pense que c'est très important de les écouter parce que ça met aussi, l'idée n'est pas de culpabiliser l'auteur encore plus, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de lui faire comprendre, voilà ce qui se passe. Par exemple, typiquement, après un féminicide, voilà ce qui se passe finalement pour les enfants. Voilà ce qui se passe pour la famille. Parce qu'une fois que effectivement une victime a été tuée, en gros, c'est la famille maternelle qui explose. Je aussi la famille maternelle. Et parfois, d'avoir justement finalement auprès des auteurs qui ne sont pas passés à ce type d'acte ultime, je pense que c'est vraiment nécessaire et intéressant qu'ils puissent écouter ce que les victimes ont à dire. Mais après, c'est vrai que là, les faits sont assez récents. Je pense qu'il faut aussi qu'ils soient prêts. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la victime, elle existe dans le stage. En tout cas, les victimes existent dans le stage. Et par exemple, les conseillères sont formées à reprendre les mots. C'est-à-dire que souvent, chez ces auteurs-là, il y a une manière de parler de l'autre, elle, de justement complètement déshumaniser cette victime. Et l'idée, c'est qu'elle puisse reprendre les mots. On m'a mis en colère, elle foutait rien. Non, ça ne passe pas. Je n'ai pas pu mettre évidemment, mais l'idée c'est vraiment de reprendre la sémantique et de faire exister la victime en tant que victime et que les auteurs à la fin du stage soient amenés à dire je. Ça c'est très important. Ça fait partie des critères pour voir s'ils ont évolué. Je pense quand même que finalement le témoignage, moi personnellement, quand je viens intervenir, lorsque j'organise par exemple des colloques, je viens intervenir très souvent des victimes qui en fait parlent finalement de leur parcours, parce que c'est un parcours de combattante et c'est un moyen de leurs enfants. Et finalement, dans la salle, c'est pas qu'il y a aussi des violents, et ça peut aussi en parler. Donc voilà. Et je pense que dans les stages, ça me paraît. Oui, monsieur Ravella, une question, un témoignage peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, ça me fait plaisir de voir monsieur Ravella. En fait, déjà, merci beaucoup pour l'invité de ce documentaire. On revient c'est un dispositif qui demande du temps. On voit même que 12 séances de méthode c'est pas suffisant. Est-ce que vous avez connaissance du coup de ce dispositif? C'est pas encore un public, certes, mais il y a une intervention de type libéral, il y a une intervention de théâtre forum. Vous avez connaissance de ça? Alors, je n'ai pas connaissance des sommes exactes, mais sachez qu'une dacromologue a pu être embauchée par les SPIP quelques mois après avoir terminé le documentaire, qui a pourtant été salué par le ministère de la Justice et par les directeurs nationaux. Donc ça, c'était quand même assez difficile à encaisser parce que nous, on a essayé de démontrer que pour les animatrices ou animateurs sur des groupes, il y a besoin d'un soutien extérieur, sans parler d'une psychologue intel, où il y a vraiment besoin de cette extériorité, il y a vraiment besoin du pluridisciplinaire. Et aux dernières nouvelles, Mohamed se bat pour un projet toujours plus ludique, pour pouvoir intervenir au SPIP. Il intervient dans ce groupe de responsabilisation à destination des auteurs de violence conjugale. Il intervient aussi sur des stages pour relations hommes-femmes. Et moi, je crois que
c'est pertinent de faire venir quelqu'un de l'extérieur au SPIP, mais les budgets sont de plus en plus serrés. On creusera un petit peu plus demain, puisqu'il y a une table ronde autour du budget, et moi je ne doute pas une seule seconde pour trouver une solution demain. Oui, bonjour. Donc, Romain Luna, la direction de l'administration pénitentiaire. Juste pour 2-3 précisions, en fait, c'est pas des stages. C'est important de le rappeler, c'est que les personnes qui participent à des PPR, des programmes de prévention massive, sont choisies, mais il n'y a pas d'obligation judiciaire prononcée par la juridiction du jugement pour y participer. Donc, ça fait la différence, en tout cas, entre ce dispositif et d'autres qui existent, qui sont complémentaires. Sur la question des moyens, en tant que tel, le programme de prévention de la récidive ne coûte que ce qu'il coûte en termes de ressources humaines, puisque c'est ça le principal, puisque c'est animé par des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. Le coût principal, il appartient finalement, c'est un coût RH, et il n'y a pas un coût direct. Sur les investissements de l'administration pénitentiaire, cette année, on a rajouté au bénéfice de l'ensemble des services une somme assez conséquente, puisqu'il y a une volonté du législateur, et donc on a vu ça dans le cadre du projet de loi de finances. On a prévu sur plusieurs années 4 millions d'euros supplémentaires pour développer ce type de dispositif au sein des services. Donc il y a un véritable engagement de l'administration pénitentiaire pour que ça puisse se développer, avec des limites qui sont plutôt des limites encore de ressources humaines au sein, puisqu'on souhaite vraiment se porter par les agents. On voit qu'il y a une expérience qui se développe année après année. Évidemment, les ressources extérieures sont nécessaires, mais on essaie surtout de faire en sorte que ce soit les agents qui les portent parce qu'il y a une véritable expertise. J'avais juste une question en plus à votre égard. Vous avez, je pense que c'était dans une situation que peu de gens ont eu, c'est-à-dire que vous avez assisté pendant très longtemps avec un regard extérieur à ce dispositif qui est un outil de prévention de la récidive. On sait que le dispositif n'a pas fait l'objet pour le moment d'évaluation. Alors c'est très compliqué parce qu'il existe maintenant depuis 15 ans, mais le cahier des charges est relativement souple du fait qu'il se développe de manière assez différente d'un service à un autre. Et je voulais savoir, alors c'est pas votre rôle, j'ai envie de dire, et vous faites très bien votre travail de documentaire en ayant un regard très neutre sur ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, les limites que vous avez pu en voir, les atouts que vous avez pu en voir? Je serais assez curieux d'avoir ce léger regard critique. Heureusement, peut-être que vous n'avez pas fait part dans le film, mais j'imagine que vous avez en tout cas ces éléments-là. Par rapport aux chiffres, Françoise Lesquette, conseillère pénitentiaire qui vient de partir à la retraite, aurait énormément voulu qu'il y ait justement une étude de fait, même par un étudiant ou quoi. Elle avait compté les premières années, parce que Françoise était sur chaque groupe pendant 15 ans, donc c'était vraiment elle qui avait un petit peu l'ensemble des notions. Elle avait compté, je crois, sur 248 passages d'hommes, elle avait compté à peu près 16 récidives, sachant qu'elle ne pouvait pas connaître les récidives hors département parce qu'il n'y a pas d'outil statistique, vous me dites si je me trompe, qui permet de savoir si un auteur a commis des faits sur un autre département quand on est dans un SPIP. Moi, je pense que même si ça permet à 3 ou 4 hommes de changer, c'est vraiment nécessaire en fait. Moi, je les ai vus évoluer au sein du groupe. Donc je pense que c'est très important de maintenir ces DPR au sein des SPIP, et je pense que c'est important d'avoir des intervenants extérieurs parce que pour les CEPIP qui ont déjà la journée dans les pattes avec une centaine de dossiers, avec des rendez-vous individuels, le soir faire le groupe, si elles n'ont pas aussi du recul derrière avec des personnes là qui soient là pour les soutenir, je trouve que c'est quand même assez compliqué pour elles, quoi. Donc voilà, donc moi je pense que c'est vraiment nécessaire comme prise en charge. C'est sûr que quand à la 8e ou 9e séance, on a Radak qui nous sort des trucs comme ça au Théâtre Forum sur c'est sa faute si elle est morte, on ne peut pas céder au découragement en même temps que les équipes. Mais je pense que voilà, il faut continuer pour les autres, comme le résume la psychologue à la fin. Donc moi j'ai trouvé ça passionnant. Et je pense qu'on doit tous se former pour aider, repérer les victimes et les auteurs, quoi, et les diriger vers des structures dédiées. Moi, avant ce film-là, j'ai passé 3 mois dans une structure d'aide aux victimes, et elles m'ont permis de mieux comprendre les auteurs. Donc on voit bien qu'il faut travailler sur les deux tables, je pense. C'est nécessaire.
Surtout quand on voit que plusieurs ont été victimes aussi de violences dans leur enfance, ne serait-ce que pour les futures générations, il faut vraiment mettre le paquet. Avec tout le temps que vous avez passé avec eux, à les écouter, à les interroger, monter, est-ce que vous leur faites confiance à ces personnes quand on est là? Je ne sais pas si on doit leur faire confiance. Non, mais moi, c'était génial d'être la petite souris derrière les professionnels. Moi, je ne suis pas du tout psychologue. Il y a des outils qui existent pour savoir s'ils sont en vrai, ou s'ils sont enfermés dans un mensonge. Moi, ce que je me dis, c'est que je pense qu'il y a une part d'eux, enfin, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Je pense que la psychologue, elle parle d'un secret pathologique dans lequel ils se sont enfermés et qu'ils enferment tous leurs proches. C'est pas les excuser, mais moi, je pense qu'ils ont quand même honte quelque part, et comme le disent certains participants, ils savent qu'ils sont violents, et je pense que cette négation, c'est une forme de protection d'eux-mêmes, donc je pense qu'il faut quand même leur tendre la main sans les excuser du tout, en fait. Donc, Une autre question ou pas? Ou vous voulez vous coucher peut-être? Ça peut se comprendre. J'ai on va passer la parole. Je serai là demain. Et oui, bien sûr, toute la journée. Avec Mathieu, on va parler d'argent, on va parler de trucs super. Pas que, évidemment. Donc on va passer le micro à Mme Cléo Berry, directrice générale de l'ANCL. Bon, comment ça s'est passé, Claire? C'était super. C'était très très bien. Vous l'avez bien choisi? Bah oui, on attendait. Donc, il y a marqué le discours de clôture, ça va être beaucoup moins protocolaire. Moi, je voulais vous remercier tous pour votre présence de ce soir. Vous dire que c'était une belle introduction pour notre journée de demain. À la fin du film, donc, vous y aviez marqué que 6 000 auteurs avaient été pris en charge en 2021, je pense. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2022, c'est 14 000 auteurs qui ont été pris en charge dans le centre, et que dans les premiers chiffres là, de 2023, on est dans une augmentation de plus de 5%. Donc on voit quand même l'intérêt de ces centres. Demain, on aura le témoignage de nos amis québécois. Donc on verra une expérience avec 20-30 ans d'expérience. Donc on mesurera le chemin qui nous reste à parcourir. Et puis vous dire, et on rappellera demain l'importance de la communication sur ce sujet. Et d'ailleurs, Madame la ministre a lancé le 24 novembre donc une communication nationale pour faire connaître nos centres. Et donc, je pense qu'il faut continuer à communiquer. Et demain, on réfléchira donc à la pérennisation de ces centres. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un retour et c'est pas facile de parler. Donc, bravo Bruno, bravo Florie, d'avoir tenu pendant 30 minutes parce que c'est très compliqué. Merci à tous et bonne soirée à vous.